Bonjour à vous tous, bienvenue chez moi. Mon invité aujourd'hui, c'est pour mon plus grand plaisir et je suis sûr pour votre plaisir à vous autres aussi. Gaston Lagacé, c'est un homme modeste qui a joué un rôle majeur dans la prise en charge des petits villages ruraux de notre région à titre d'animateur et d'agent de développement communautaire au service du CLSC de Kamouraska à l'époque. Alors, c'est mon animateur préféré et qui a été mon mentor à moi aussi dans l'apprentissage du développement local dans mon village d'adoption à Saint-Germain. Alors, Gaston, bonjour, on va se tutoyer, je pense que oui, est des la moindre des de longue choses. date. Sinon, je vais avoir de la misère à dire vous, mais ça serait quand même de bonne guerre Ah, oui. que je te vous vois. Oh non, Mais pas je serais du tout. incapable, je m'échapperais trop facilement. Merci pour la présentation. Là, tu accroches ma modestie assez brutalement. Ah, ça c'est pas fini, ça va empirer, là. On va commencer par le commencement, je dirais. Comment est-ce que tu es devenu, au début des années 90, le père des premiers comités de développement dans les villages en voie de disparition? Je vais reculer dans les années 70, où quand je suis arrivé comme organisateur communautaire pour le Centre de services sociaux, à l'époque, il y avait juste 2 S après le C. On avait, comme l'organisation était territoriale, quasiment est du Québec, là, c'était le CSS de Québec, Chaudière-Appalaches inclus, là, ça allait jusqu'à l'autre bord de Trois-Pistoles. Puis, fait que moi, j'étais sur le territoire du Kamouraska avec un autre collègue qu'on partageait la tâche. Alors, c'est entendu que moi, je travaillerais plus dans les paroisses de l'Est du Kamouraska, puis lui travaillerait dans les paroisses de l'Ouest. Et j'avais commencé des rencontres dans les paroisses sous le thème avec un petit film de l'Office national du film qui s'appelait « Qu'allons-nous devenir ?» Puis là, mon truc, c'était d'essayer de voir jusqu'à quel point les gens pouvaient se mobiliser, pouvaient s'intéresser à leur problématique de développement local. Mais comment se fait-il que le CLSC, ou en tout cas je prends la nomination d'aujourd'hui, se mêlait de développement local dans les villages à l'époque? Aujourd'hui, on est habitué à les voir presque uniquement faire des soins de santé ou de santé mentale et tout ça. Je te dirais que la taille du CSS faisait en sorte que c'était en transformation, c'était la récupération des anciennes agences de services sociaux qui étaient par diocèse à l'époque, qui ont été fusionnées un peu de force, un peu comme on a vu encore récemment. Et la situation faisait en sorte que les gestionnaires n'étaient pas tous installés. Fait que moi, j'ai profité un peu d'un espace vacant pour dire... D'ailleurs, le budget qui avait servi à mon embauche provenait de l'Office de planification et développement de l'Est du Québec, je pense, pour engager quelqu'un pour susciter du développement local, mais c'était pas trop clair là, dans la formule. Là. Alors moi, j'avais réfléchi dans les années antérieures, quand j'étais étudiant, à la situation du développement de l'Est du Québec, au phénomène des comités de citoyens dans la région de Montréal, un peu à Québec aussi. Fait que là, ça me tentait d'assez stimuler, voir si c'était possible de partir quelque chose de ce genre-là dans le Kamouraska. Puis ça avait permis de monter des comités dans plusieurs municipalités, là, mais qui étaient juste basés sur la mobilisation des personnes en chômage. Fait qu'on appelait ça le comité de soutien au chômage, quelque chose de même. Là, je me souviens, j'étais en train d'échapper la nomenclature. Et j'étais parti sur la mission que je m'étais donnée de faire en sorte que les gens qui ont des problèmes de chômage dans leur localité, qui trouvent une façon de se regrouper, puis de susciter des actions dans leur milieu, quitte même à créer des emplois. Fait que ça a comme bifurqué en deux sous-groupes, là, un qui s'est poursuivi en comité de lutte aux problèmes de chômage, moi j'ai retrouvé le nom, puis l'autre qui est devenu un comité qui défendait plutôt les chômeurs qui avaient des problèmes avec l'assurance chômage, ce qui a donné la place à Action Chômage aujourd'hui, là. Fait que c'est ça qui a fait que dans mon passé, quand je suis arrivé au CLSC, je continuais un peu sur cette foulée-là. Et le directeur de l'époque, qui était Gilles Michaud, qui était quelqu'un qui était très préoccupé par le développement local aussi, il a voulu structurer ça différemment et un peu mieux en imposant dans la
planification, que ça se fasse avec la participation puis l'implication des dirigeants municipaux, des municipalités. Alors, je suis reparti sur une autre corde, parce que les comités que j'avais mis en place, j'avais travaillé à mettre en place dans les années passées, c'était un peu estompé parce que le budget qu'on avait réussi à avoir nous a été siphonné par le futur commissariat industriel de la Pocatière qui a mis la main sur ce budget-là. Fait que là, on n'avait plus d'argent pour fonctionner, ça fait que tout a tombé, là. Mais c'est un peu, je pense, relié à ça que Gilles voyait que j'avais un intérêt puis une certaine habileté là-dedans, là. En fait, il y a beaucoup de hasards, de circonstances qui ont fait que finalement, ça a donné origine à des comités de développement. Ici, c'était dans 4 paroisses, les 4 paroisses les plus petites, je pense, dont Saint-Germain. Ouais. Il y a beaucoup de... Et curieusement, le démarrage s'est fait par quelqu'un d'autre que moi parce que ce nouveau lancement-là s'est fait à l'époque où je prenais un congé, une année sabbatique. Et c'est Edith Sanson, qui est aujourd'hui directrice de projection 1535, qui avait initié ces activités-là dans les 3 municipalités. Puis quand je suis revenu de congé sabbatique, bien là, j'ai repris le beat, puis j'ai contribué à élargir ça. Est-ce qu'il n'y avait pas une question aussi, il me semble, c'est vague dans mon esprit, mais que le CLSC, ou enfin certaines gens au CLSC, considéraient qu'il fallait faire de la prévention et que de s'occuper de ces villages-là qui étaient en déstructuration, ça faisait partie de la prévention de l'état moral et de l'état de santé de la population en général. Il est sorti, dans le courant des années 90, je pense, un rapport publié par le directeur de la santé publique de l'époque, qui était le docteur Poirier, qui relevait clairement que l'évolution de l'espérance de vie qu'on a connue au cours des 80 dernières années, je pense, ou en tout cas au moins des 20 dernières années, était à 80 dû à 20 dû à la qualité de la médecine et des services de santé, et à 80 dû à la prise en charge et à la qualité de l'environnement dans lequel les gens vivent. Et ça, bien, quelqu'un comme mon patron de l'époque, Gilles, c'était quelque chose qui disait quelque chose. Et les CLSC, à l'origine aussi, avaient comme vision de mobiliser les gens pour faire en sorte qu'ils prennent en charge non seulement leur santé, mais leur qualité de vie, constatant qu'après maintes vérifications, maintes analyses, maintes études, que finalement, la santé relève bien plus de la qualité du milieu dans lequel tu vis que de la qualité des services que tu reçois au niveau du système de santé. Les maladies sociales, quoi, sont à la base. C'est ça. Fait que moi, j'y allais au niveau de la mobilisation des communautés locales, là, des villages. D'autres font ça à partir des mobilisations des personnes à cité sociale ou des personnes à faible revenu. Mais il y a une approche aussi qui est possible en milieu urbain, qui est plus difficile en milieu rural. Parce que regrouper des personnes sur le plan d'une problématique sociale collective au niveau de la pauvreté, c'est plus difficile à faire dans un ensemble que regrouper des gens dans leur communauté locale où là, le lien de solidarité est plus facile à établir puis à ramener ou à recréer lorsqu'il est en train de se distordre. Bien, justement, quelle a été la démarche de ces premiers comités de développement-là? Comment est-ce qu'ils se sont définis? Puis comment est-ce que finalement ils ont développé leur intervention? Au départ, les gens étaient, je pense, très hésitants à s'investir dans ce domaine-là, qui est un domaine qu'habituellement, dans nos petits milieux, on considère que c'est la job des hommes d'affaires de s'impliquer dans le développement local. Puis jusqu'à cette époque-là aussi, dans les organismes de développement économique du milieu, au Kamouraska puis ailleurs, quand on formait des structures de développement, on allait chercher des gens d'affaires. Jamais on allait chercher des gens de population, des gens qui sont sans emploi, des affaires de même. Fait que ça a été une période d'apprentissage et de définition d'une certaine capacité de confiance en soi, en ses potentialités, qui n'a pas nécessairement été facile. Mais je pense que le fait de pouvoir s'associer à un moment donné avec un mouvement qui avait été créé au niveau national à partir de l'UPA qui avait sollicité ou initié les États généraux du monde rural. Et ça a comme enclenché des comités de suivi dans plusieurs régions, dont ici, dans la Côte-du-Sud et au Kamouraska, amené la mise sur pied de mouvements de groupes de solidarité rurale.
Et moi, pour ma part, j'ai fait des démarches auprès du groupe pour essayer d'intégrer éventuellement les gens des comités de développement, qui étaient 3 à l'époque, là, dont vous-même, M. Bouchard. Et je pense que ça a comme donné un niveau de confiance que les gens dans les comités n'avaient pas encore. Puis là, de pouvoir être entendu par des gens qui dirigent la SADC, qui dirigent, à l'époque, il y avait la Coop agricole, il y avait... fait que pour ce monde-là qui était dans les villages, qui se faisait dire ou qui avait l'impression qu'ils ne comptaient pas dans le développement, que c'est juste à l'Apocatière qui va se faire du développement, là, ils ont comme eu une certaine accréditation, je dirais. Je ne sais pas si ma lecture est correcte, là, mais moi, j'ai perçu comme ça donnait une certaine accréditation et une certaine motivation à prendre confiance dans ses capacités. Puis là, il y a des gens qui peuvent nous écouter, puis on est plus que rien, finalement. Ouais. Il y avait aussi un mouvement important auprès des universitaires dans les universités du Québec en région, à Rimouski, à Chicoutimi, qui étaient les promoteurs du concept de développement local, un développement endogène, comme il disait, qui vient d'en bas et non pas d'en haut. Tu sais. C'est ça. Mais ça se parlait en haute sphère, là. Ça n'arrivait pas à Saint-Joseph, ça n'arrivait pas à Saint-Germain, cette information-là. Peut-être que toi, tu l'avais, mais pour bien des gens, là, ce qui passait dans les universités, c'était loin d'eux autres, là. C'était pas la première motivation qu'ils avaient. Ils l'ont découvert par des actions et des gestes qui se sont faits par la suite, là. Puis là, ça les a comme renforcés aussi. Mais tu partais comme tout mouvement citoyen qui est constitué de gens qui sont un peu mis au rencard, au banc de la société avant qu'ils prennent confiance dans leurs moyens, dans leurs capacités. Ça prend un certain temps, puis ça prend certaines expériences qui sont révélatrices aussi, qui sont encourageantes, là. Comment tu vois les résultats de ces premiers comités de développement-là? Quels résultats ils ont donné dans les années qui ont suivi leur implantation? Moi, il me semble que ça a généré, je vais poursuivre quand même sur la même dynamique, là, un niveau de confiance dans leur capacité de créer des choses qui aboutissent. Avec le temps, il y a des choses que je perds, là, mais c'est beaucoup cet élément-là qui m'accroche. Il s'est initié des activités ou des projets ou des initiatives qui sont souvent à la petite échelle, mais où on se dit il n'y a pas de trop petite échelle non plus pour agir. De façon générale, tu vois, on est 30 ans après ce dont on parle, là, les débuts dont on parle. Et ce que sont devenus les villages actuellement dans lesquels tu as aidé les citoyens, comment tu vois le parcours? On n'est plus au même point là, du tout qu'en 1990. Là. C'est ça. Moi, je sens qu'il y a un esprit de créativité qui a évolué. Même les événements comme les célébrations de fêtes de village, le centenaire de ci, le 75e de ça, 350e de ça, c'est comme quelque chose aussi dans plusieurs municipalités qui n'aurait peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ce genre de brassage-là où les gens prennent confiance dans leur capacité, dans leurs moyens. Puis là, bien, la créativité prend le dessus. Parfois, on se rattache à des événements ou à des expériences qui sont loin dans le passé, mais l'important, il me semble, c'est que les gens aient appris à travailler ensemble, puis à générer des choses nouvelles qui sortent un peu de ce qu'ils avaient l'habitude de faire et qui font en sorte qu'aujourd'hui, bien, mais des fois, j'ai un peu l'impression, je me demande un peu, comme ça fait longtemps que j'ai quitté la tâche, là, ça fait plus de 12 ans que je suis à la retraite, là. Il y a des choses qui m'échappent. Je ne sais plus dans quel état c'est rendu aujourd'hui dans ces municipalités-là. Je sais que j'ai encore des contacts avec des gens que j'ai connus à l'époque, puis que je rencontre, puis que je vais voir, puis je sais qu'il y a des comités qui sont encore en place. Le fait que, par exemple, avec les pressions solidarité rurale, que le gouvernement du Québec a fini par adopter un programme de financement pour soutenir l'embauche d'agents de développement dans les communautés. À plusieurs endroits, ça a comme ravivé la flamme. Mais c'était aussi un genre de risque, là, parce que parfois, si l'agent travaille correctement, puis l'équipe de militants ou de bénévoles travaille correctement, ça fait un plus.
mais si les bénévoles profitent du fait qu'il y a un agent pour leur refiler la job puis se retirer, fait que je pense qu'à certains endroits, c'est un peu ce qui est arrivé, là. Mais par contre, là où les agents ont été dans une symbiose assez stimulante avec les gens des comités, je pense que on voit aujourd'hui que ça évolue de mieux en mieux. En fait, tu fais allusion beaucoup à ce qu'a permis la fameuse politique la ruralité, qui était le cheval de bataille de Jacques Proulx à l'époque. Ça l'a permis d'engager des... cassé par Couillard. Hein? Puis qui a été cassé par Couillard. Cassé par Couillard, comme beaucoup de choses. Surtout au niveau du développement local, au niveau du développement régional. Là, la période Couillard là, a été catastrophique là, pour l'Est du Québec, entre autres. Ouais, la disparition des conférences régionales. Fait que ça a comme ramené l'initiative au niveau local et le besoin de concertation à un plus large niveau devient plus difficile à établir. Là. Mais les gens sont comme rabattus sur leur territoire local, là, ce que j'ai l'impression. Ça fait que maintenant, c'est comme limitatif aussi. Justement, parlons-en un peu là, de l'avenir. Comment se présente, d'après toi, l'avenir des petits villages ruraux actuellement? Et ici, dans la région particulièrement, et parce qu'on a quand même un afflux de nouveaux venus de plus en plus important. Je me sens bien loin de ces réalités-là aujourd'hui pour produire une analyse qui se tienne le moindrement, là. Mais je vais quand même risquer le fait que ma perception est à l'effet que les nouveaux arrivants d'aujourd'hui semblent beaucoup plus préoccupés de s'associer avec les communautés locales, de s'investir dans les communautés, ce qui fait que ça contribue, je pense. Puis les communautés sont beaucoup moins réticentes qu'elles l'étaient il y a une trentaine ou une quarantaine d'années aux nouveaux arrivants. Il faudrait le demander aux nouveaux arrivants eux-mêmes pour savoir si ma lecture est correcte. Mais je pense que les communautés ont été un peu comme... Il y a du monde qui ont battu la trail avant, puis là, maintenant, les nouveaux arrivants sont reçus de façon plus intéressante et plus agréable et plus intégrante aussi dans la société. Il y a une dynamique locale qui m'a échappé tantôt, puis que là, il me revient. Tu ne m'as pas posé la question, mais je le sors avant de l'oublier. Il y a un phénomène peut-être risqué pour certaines communautés locales qui s'étaient donné, entre autres, c'est une des initiatives intéressantes, je pense, dans plusieurs localités, que les gens se soient donné des résidences locales pour les personnes retraitées, pour les personnes vieillissantes, pour éviter que ces personnes-là se sentent l'obligation de quitter la municipalité pour s'en aller dans les paroisses centrales de Saint-Pascal ou de la Pocatière. Or, il se construit une énorme résidence à la Pocatière présentement, puis j'ai ouï dire que plusieurs petites résidences sont en voie de fermeture reliées à ça. Pas nécessairement, là, j'ai pas eu la lecture exacte de la situation, mais je pense que c'est pas nécessairement parce que les résidents sont sur le point de déménager qu'ils risquent de perdre leur personnel qui vont être embauchés là. Et ça, c'est des affaires qui, petit à petit, finissent par donner des coups durs aux petites municipalités qui avaient pris cette initiative-là de garder leurs vieux dans la communauté. Mais je peux me tromper aussi dans ma lecture, là, mais ça me préoccupe. Il y a une centralisation à l'intérieur même des mini-régions. C'est sûr que la tendance à la centralisation, elle sévit partout et à tous les niveaux. Parce que c'est un peu contre ça que je m'étais investi dans des actions au niveau du développement local. Les premières années, je suis arrivé dans le coin pour essayer de faire en sorte d'établir un contrepoids politique entre les résidents des petites communautés locales puis la grosse ville de la Pocatière, pour qui bien des gens n'en avaient que pour... Il n'y a pas de développement qui peut se faire en dehors de la Pocatière, comme à une certaine époque. Si on développe Montréal, le reste du Québec va se développer. Il y avait un peu cette vision locale-là aussi. Puis je l'apercevais aussi au niveau des organismes de développement local. Et ma préoccupation, c'était d'essayer de faire en sorte que les petites communautés trouvent une façon de se solidariser pour faire contrepoids à ce genre de déséquilibre-là. Et naïvement, j'ai l'impression que ça a marché. Qu'il y a des choses qui sont faites dans les petites municipalités que la Pocatière, les organismes de développement ont dû respecter, puis ont dû apprécier, puis ont dû soutenir.
Puis après ça, il y a un discours qui était... Avec le nouveau personnel municipal qui rentre, là, de la dernière élection, il y a une volonté d'intervention beaucoup plus forte au niveau municipal. Les générations changent. Hein. Quand je suis arrivé, là, les élus municipaux puis les maires, il n'y en a pas beaucoup qui étaient forts en construction intellectuelle. Là, c'est la vieille culture agricole, des villages agricoles. C'est ça. C'était géré à la bonne entente, là, puis c'est géré aussi avec l'intuition du moment, puis avec la motivation qu'il faut le moins de dépenses possible, là, que les taxes soient le plus bas possible. Et j'ai vu comme évoluer au cours des années avec les changements aussi au niveau de l'expertise des personnes qui arrivaient aux conseils municipaux, qu'il y avait une lecture très différente, puis au point que les municipalités maintenant investissent des argents dans le développement local, alors que quand je suis arrivé, là, on n'avait pas d'argent pour ça. La population locale, elle s'est amincie énormément. Ici, dans Saint-Germain, on est rendu à au-delà de 60 de néo-ruraux. Alors, c'est sûr que la pression des locaux, elle est de moins en moins forte, surtout eux qui sont vieillissants. T'sais. Je me souviens de ton image, la marmite, là. Oui, la marmite, elle est restée célèbre. Ah oui, qu'on disait qu'il fallait faire... si on voulait développer le village, il fallait brasser tout le monde ensemble. Ça suite d'un sondage que vous avez fait dans la municipalité de Saint-Germain, vous avez constaté cette différence, ce décalage-là entre les originels, les Autochtones, puis les nouveaux arrivants, puis que finalement, les nouveaux arrivants faisaient à peu près kiff-kiff avec les Autochtones, donc on n'est pas des marginaux, là. Ouais. Puis là, tu avais dit, il faudrait qu'on brasse ça, puis qu'on mélange ça pour que ça soit pas une couche une par-dessus l'autre. C'est ça. Cette image-là est totalement claire. Oui. Il y en a eu tellement de choses à l'époque. Pour terminer, j'aimerais ça te demander comment tu vois l'évolution qu'ont subi les CLSC, ce qu'ils sont devenus actuellement. Parce que tu as eu d'ailleurs l'occasion ces dernières années de t'impliquer au niveau des soins de santé. Là, les soins de santé doivent rester chez nous, comme était plus ou moins votre slogan. Qu'est-ce qui arrive au CLSC? Je ne sais plus vraiment, mais ce que je perçois, c'est que, le CLSC étant fusionné dans les années 80, dans les années 2000, début des années 2000, avec l'hôpital puis les centres d'hébergement, a perdu déjà beaucoup de sa capacité de faire ce genre d'innovation-là. Mais je pense qu'après la fusion, le temps évoluant, on est en train de reprendre ce beat-là. Mais là, avec la mise en place des CIS, les CLSC, n'ont plus d'existence. Il n'y a plus de corporation, il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus quelqu'un dans l'organisation qui est le directeur du CLSC ou qui est le responsable du CLSC. Fait que le CLSC, c'est du monde qui sont en soins à domicile, qui relève de la gestion des soins à domicile, du monde qui s'occupe des jeunes familles qui sont dirigés par quelqu'un qui s'occupe des jeunes familles, puis des intervenants qui s'occupent des personnes âgées, qui sont associés avec d'autres intervenants de l'hôpital, des centres d'hébergement. Fait que le CLSC, c'était quand même une dynamique qui mettait l'ensemble de la population en dynamique de réflexion puis de travail conjoint pour identifier comment est-ce qu'on peut travailler à prévenir certains problèmes de santé, certains problèmes sociaux, puis comment est-ce que le monde peut être impliqué ou associé dans une démarche individuelle et collective pour leur améliorer leurs conditions de santé. Alors qu'aujourd'hui, cherche le CLSC, là, tu vois un espace à côté de l'hôpital qui s'appelle CLSC, là, mais... c'est une sorte de parking de livreurs de services sociaux. Puis une bonne partie des intervenants sociaux du CLSC ont été transférés dans les GMF. Parce que les GMF voulaient avoir des personnes au niveau social pour être capables de compléter leurs interventions quand ils constataient qu'il y avait un problème de santé mentale ou un problème de comportement chez la personne, puis que le médecin n'était pas capable de gérer ça. Là. Fait que ça a comme déstructuré de façon assez magistrale le CLSC. Fait que des CLSC, moi, depuis une quinzaine d'années, je dis que ça n'existe plus. Au départ, ça devait être un peu la porte d'entrée de tout l'accès aux services santé et services sociaux. J'ai lu un petit livre récemment qui m'a fait du bien dans cette analyse-là, parce que c'était tout à fait la perception que j'avais dès les débuts de la création des CLSC suite au rapport Castonguay.
il y avait dans les CLSC une dimension qui était la présence des médecins qui travaillaient en équipe multidisciplinaire avec les intervenants sociaux, les intervenants psychosociaux, etc. Et les corporations médicales ont carrément refusé cette participation-là et ils ont incité leurs membres à bouder les CLSC. Fait qu'il y a quelques médecins qui, leur corps défendant, ont accepté d'embarquer dans ce processus-là, mais on peut les compter sur les doigts d'une main. Ce qui fait que la notion de porte d'entrée était plus applicable. Pour avoir une porte d'entrée, il faut que tu puisses rencontrer toutes sortes d'intervenants, dont les médecins. Mais là, les médecins n'avaient pas en assez grande quantité pour répondre à la demande, donc ça a continué à bifurquer vers les urgences et les cliniques externes. Et à partir de là, bien, la prétention là, disait que ben, là, les CLSC n'ouvrent pas 24 heures par jour, 7 jours par semaine, puis il n'y a pas de médecin quand on va au CLSC. Finalement, l'outil, c'est comme déstructuré progressivement, puis je dis un peu à peine à la blague, mais avec cynisme, que les GMF ont l'aspiration de remplacer les CLSC. Ouais. Mais où tu n'entres pas en interaction avec un intervenant social directement, mais seulement si le médecin juge que c'est pertinent. Fait que ce qu'il ne voulait pas avoir dans les CLSC, c'était d'être traité sur un pied d'égalité avec les autres intervenants et qu'il y ait un directeur, que tu ne sois pas nécessairement un médecin qui dirige. Là. Fait que ça, je suis assez dur envers la corporation médicale, là, mais parce que je travaille de ce temps-là avec bien des médecins, mais il y en a des différents aussi. Mais les structures à l'époque c'était pas négociable. Ils ont tout fait pour empêcher les CLSC de survivre, puis ils ont réussi. On va finir là-dessus, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Mais il y a beaucoup de choses, mais c'est très important d'en prendre conscience. C'est ça. Je suis encore impliqué au comité Mieux Soins Reste ici, puis j'ai encore espoir qu'on puisse réavoir quelques affaires au niveau du Kamouraska pour maintenir nos ressources, mais c'est sûr qu'il y a des périodes où les dirigeants gouvernementaux ils vont plus en fonction de leur propre lecture de la réalité que de ce que la population va attendre. Je te remercie beaucoup de nous replonger dans tout ce devenir-là de nos institutions. Quant à nous, on sera là la semaine prochaine avec un autre invité mystère, un invité extraordinaire. Alors, je vous invite à être là. Je vous attends.